Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le devoir de mémoire envers celui qui a dénoncé les exactions commises par la France coloniale contre les Algériens et s'est engagé pour l'indépendance du pays. Mouloud Feraoun, assassiné le 15 mars 1962 par l'OAS dans une tentative de détruire l'esprit et la culture de tout un peuple qui luttait pour sa liberté et sa dignité. Et pour que nul n'oublie, on évoquera également l'une des plus grandes rafles commises par l'armée coloniale française dans le nord de Sétif, où le souvenir reste vivace chez les habitants du village de Bouguer, victimes d'une répression impitoyable. Toujours plus virulent, le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau continue ses sorties calomnieuses contre l'Algérie pour nourrir ses ambitions présidentielles. Arza, la défense civile locale, a annoncé la mort de 9 Palestiniens, dont des journalistes, dans de nouvelles frappes sionistes hier à Beit Lahia, des attaques qui pourraient mettre davantage en péril la fragile trêve. Et puis on terminera le journal en musique avec l'icône de la chanson kabyle, Lounis Ait Minglet, qui a enchanté le public hier soir de l'Opéra d'Alger, Boalem Saïh. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec l'habitat et en application des instructions du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red. Les communes du pays ont prolongé leurs horaires de travail après l'iftar et ceux de 20h30 à minuit afin de mieux répondre à la forte demande pour certains documents administratifs au profit des citoyens devant parachever les procédures administratives dans le cadre du programme AADL 3 et d'accompagner également les citoyens qui ne peuvent pas se rendre au service de l'état civil durant la matinée en raison de leurs engagements professionnels. Dans le volet mémoire, nous allons découvrir comment la littérature s'est fait l'écho de la guerre de libération nationale. Parmi ces écrivains qui se sont engagés pour défendre la justice à laquelle ils croyaient par la force de leur plume, Mouloud Feraoun, un auteur qui continue à faire l'honneur à l'Algérie 63 ans après son assassinat, un assassinat qui déshonore la France car par cet acte barbare commis par l'OAS le 15 mars 1962, la France coloniale tentait de détruire l'esprit et la culture de tout un peuple qui luttait pour sa liberté et sa dignité. Rina Lorari. Le 15 mars 1962, 3 jours avant la signature des accords d'Évian, Mouloud Feraoun est froidement exécuté par un commando de l'OAS. L'écrivain a été assassiné aux côtés de 5 de ses compagnons dans les locaux des centres sociaux éducatifs à El Biar. Un assassinat froid, brutal et ciblé, visant à éliminer les voix dissidentes. Mouloud Feraoun n'était pas seulement témoin de son époque, il en était aussi un narrateur. Instituteur, puis inspecteur, il a toujours placé le savoir au cœur de son combat, faisant de l'éducation une arme et de l'écriture un rempart. À travers ses romans tels que Le Fils du pauvre, La terre et le sang ou encore Les chemins qui montent, il a consacré sa vie à raconter la réalité de son peuple, offrant un regard lucide sur le colonialisme français. Loin d'être un militant bruyant, Feraoun était en étroite collaboration avec les dirigeants de la Révolution, notamment les responsables de la Wilaya 3 historique. Loin d'être un militant bruyant, Feraoun était en étroite collaboration avec les dirigeants de la Révolution, notamment les responsables de la Wilaya 3 historique. Dans son journal, publié à titre posthume en 1962, il témoigne de la souffrance et de la violence subie par les populations, des exactions de l'armée coloniale française, comme il évoque les espoirs et les aspirations du peuple algérien de s'affranchir de cette domination et à arracher l'indépendance de leur pays. Son engagement indéfectible à préserver la culture et l'identité algérienne lui a valu d'être ciblé par l'OAS, qui cherchait à réduire et à étouffer une pensée libre et éclairée, opposée à l'ordre colonial. 63 ans après son assassinat, Mouloud Feraoun, par sa plume et son engagement, est devenu un symbole de résistance intellectuelle et une figure emblématique de la littérature algérienne. Ses récits continuent d'être étudiés, lus et célébrés.
Son assassinat, quant à lui, demeure un crime impuni, comme tant d'autres crimes commis par la France coloniale en Algérie. Et 67 ans après l'une des plus grandes rafles commises par l'armée coloniale française à Bougara, dans le nord de Sétif, le souvenir reste vivace chez les habitants de cette région, victimes d'une répression impitoyable. Pendant 7 jours, près de 8000 hommes sont détenus dans des conditions... Plus de 1000 hommes sont détenus dans des conditions inhumaines et subissent des pires tortures. Certains d'entre eux ont été exécutés l'un après l'un. Amira Sefta. Le village de Bougara, dans la wilaya de Sétif, porte encore les stigmates d'un drame gravé à jamais dans la mémoire collective. Il y a 67 ans, en mars 1958, l'armée coloniale française y préparait l'une de ses plus grandes rafles, plongeant des centaines d'Algériens dans l'horreur et la terreur. Tout commence le 4 mars, lorsqu'une embuscade tendue par le shahid Azil Abdelkader, dit El Bareki, coûte la vie à 16 soldats français. Les représailles ne tardent pas. Dès l'aube, des centaines de soldats déferlent sur la ville, arrêtant des milliers de personnes, parmi elles des femmes et des enfants. Tout le monde est emmené au stade municipal, transformé en camp de concentration. Le calvaire commence alors pour les 1000 villageois qui n'ont pas été relâchés. Durant 7 jours et 7 nuits, ils subiront la faim, le froid et les maladies. Certains sont emmenés vers les centres de torture de Dradra et d'Ain Meddah. 8 d'entre eux n'en reviendront jamais. À l'aube du 11 mars, après avoir subi les pires sévices, ils sont froidement exécutés sur le pont métallique reliant les deux rives de Oued Bousalem à Boufarrouj. Le 9e, Saïd Alouani, est abattu devant sa maison. Un massacre qui, comme tant d'autres, témoigne de la brutalité de la répression coloniale. Mais ici, à Bougara, les noms des martyrs résonnent encore. Une mémoire que les survivants et leurs descendants refusent d'effacer. Le film Algérie, section armes spéciales a été projeté en France en avant-première. Le documentaire poignant revient sur les atrocités commises par la France durant la guerre de libération nationale, en particulier l'emploi d'armes chimiques contre la population algérienne. Entre 8000 et 10 000 grottes algériennes ont été contaminées par des gaz et armes chimiques, des faits longtemps gardés secrets par les autorités françaises et qui ont choqué les spectateurs. Notre correspondante, Ava Blouchette. Dans les profondeurs d'une mémoire longtemps silencieuse, le documentaire Algérie section armes spéciales a rencontré son public lors d'une avant-première poignante. Une audience plurielle s'est rassemblée pour découvrir un film qui brise un tabou historique, l'utilisation d'armes chimiques par la France durant la guerre de libération nationale. Infection des grottes. L'infection par grenade est possible. Les résultats des essais en cours et bientôt terminés permettront de définir le produit à utiliser. Pour être franche, moi j'ai un doctorat en relations internationales de la Sorbonne, donc j'ai fait beaucoup d'années d'études d'histoire et j'ai jamais entendu parler de la guerre d'Algérie. J'ai vécu ici durant des années et il me semble que cette période-là manque. C'est ce qu'on enseigne aux étudiants. J'ai tout découvert sur les armes chimiques, sur ce qu'on nous raconte pas à l'école. Ce qu'on nous dit pas à l'école, sur toutes les atrocités qu'ont fait l'armée française en Algérie. Donc j'ai découvert une preuve supplémentaire en fait de ce que la France a commis comme crime là-bas. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les émotions de tous les témoins. Tous les témoins qui ont vécu la dureté de cette guerre. Et la deuxième chose qui m'a marqué également, c'est le fait que ce soit secret, que personne ne pouvait imaginer que les armes chimiques étaient utilisées par l'État français. Comment ? Que ça a été caché ? Maintenant, oui, avec le recul, complètement. Choquer l'opinion publique française, c'est peut-être là l'une des raisons du maintien du secret défense sur les archives de la guerre de libération nationale, en dépit des annonces du président Macron concernant leur levée. Le film révèle qu'entre 8 et 10 000 grottes algériennes ont été contaminées par ces gaz. Il y en a encore beaucoup qui sont interdites à la communication au titre d'un article de la loi de 2008 qui rend incommunicables les archives qui permettent de concevoir, d'utiliser ou de localiser des armes de destruction massive. Voilà. En fait, on protège des secrets historiques derrière une disposition qui, elle, est censée protéger plutôt des secrets techniques, c'est-à-dire des recettes d'armes chimiques ou alors des secrets de fabrication des armes nucléaires.
Donc voilà, en fait, ce qui reste quand même le plus dur encore, c'est d'avoir accès à toutes ces archives qui permettraient d'écrire une histoire, en tout cas exhaustive du côté français. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques. Mais des témoins portent en eux la vérité de ces atrocités. Les récits poignants de Ammar Agoun et de Mohamed Al-Abbasi, survivants des gazages des grottes, hantent l'écran. Leurs paroles, véritables cris de mémoire, ont profondément bouleversé la réalisatrice. À titre personnel, parce que j'ai ma petite expérience de la guerre, c'est la souffrance des gens que j'ai rencontrés en Algérie. J'ai revu dans des regards d'hommes âgés, des regards d'enfants, ce qu'ils avaient vécu enfant. Donc moi j'ai trouvé ça fou, ça m'a énormément touchée, qui m'a remerciée. Et aussi les anciens combattants algériens qui m'ont remercié aussi, qui attendaient la sortie du film. Et donc voilà, ce que je trouve émouvant, c'est le trauma quand il sort, quoi. Déprogrammé de France 5 puis mis en ligne, le documentaire suscite aujourd'hui un débat public. Sa diffusion reste en suspens, mais son message résonne bien au-delà des écrans, trouvant écho dans l'actualité palestinienne et rappelant la réalité des guerres coloniales. On voit l'actualité aujourd'hui. C'est quoi une guerre coloniale ? Quelle est la différence entre une guerre coloniale et une guerre normale ? Une guerre normale, il y a des traités. Une guerre coloniale, il n'y a pas de traité. Et c'est un sujet dont pour tout le monde, on peut imaginer son actualité. Qu'est-ce que c'est que de s'affranchir et qui s'affranchit des règles de la guerre ? Donc, c'est ce qu'on appelle une guerre coloniale. Une guerre coloniale, on peut la caractériser par le fait qu'on s'affranchit parce qu'on considère que les gens en face, on n'a pas à respecter avec eux les traités qu'on signe quand on fait la guerre avec d'autres. Au-delà du silence imposé autour de ce crime colonial, au-delà des polémiques sur la censure du film, une question essentielle mérite d'être soulevée. La France a-t-elle respecté les traités qu'elle a signés ? La réponse largement documentée se trouve dans ce film. En vertu d'engagements internationaux, la France s'interdit l'emploi en cas de guerre de certaines armes spéciales. Les gaz de combat, les armes biologiques. Et en France, dans la presse internationale, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, continue ses sorties calomnieuses contre notre pays. Celui qui ne cache pas ses ambitions électorales souhaite faire de l'Algérie son sésame pour la présidentielle de 2027. Le point avec Sabrina Kchrout. Toujours plus virulent, Retailleau persiste et signe et prévient. Il démissionnera si la France recule sur ce que les médias français appellent le dossier algérien. Il veut durcir le ton contre Alger, qui refuse de transgresser les lois internationales. Le ministre de l'Intérieur de l'ancien colonisateur continue d'occuper le débat public par des déclarations choquantes. Son obsession, les OQTF. Ces obligations de quitter le territoire français reviennent à expulser vers leur pays d'origine les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Retailleau ne s'en cache pas, il souhaite les voir se multiplier et vise en particulier Alger, quitte à ne pas respecter le cadre légal d'application, comme cela est apparu plusieurs fois ces derniers mois. L'Algérie, cible parfaite au pays de l'OAS et de l'amnistie des crimes coloniaux, est un excellent prétexte. Bruno Retailleau n'est pas seulement ministre de l'Intérieur, il est candidat à la tête du parti Les Républicains, ou LR, qui a depuis plusieurs décennies opéré son extrême droitisation. Retailleau souhaite, par ses discours draguant un électorat raciste et nostalgique de l'Algérie française, attirer une clientèle électorale la plus importante possible en vue de l'élection présidentielle de 2027. Pendant que le ministre de l'Intérieur français s'affaire hors de son champ de compétences, la police française, qui elle s'y trouve, apparaît hors de contrôle. Le député Ali Diouara a récemment rappelé qu'en France, un noir ou un arabe a 20 fois plus de possibilités de se faire contrôler qu'un blanc par les forces de l'ordre. La France est multicondamnée par les juridictions européennes et internationales pour ses contrôles de police abusifs au faciès. Certains ont donné lieu à des morts, notamment nationaux ou binationaux algériens. Alors, continuer à taper sur l'Algérie pour gagner les faveurs de l'électorat raciste, la France sombre. Mais la balle reste dans le camp de son exécutif. L'écrivain et enseignant espagnol Luis Portillo Pascual signe un nouvel ouvrage en soutien à la cause sahraoui. Ce fervent défenseur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dénonce les dérives de la colonisation marocaine et la spoliation des ressources des Sahraouis. Aya Dahou, Yasmine Msoudi. L'écrivain espagnol Luis Portillo Pascual vient de publier un livre consacré à la cause sahraoui.
À travers un recueil d'une série d'articles, il défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et dénonce l'occupation marocaine. Un ouvrage qui vient s'ajouter à une longue liste de travaux documentant et soutenant la lutte du peuple sahraoui. À l'international, la mobilisation se poursuit. Des parlementaires européens ont vivement critiqué le recours du Maroc à un cabinet de lobbying européen pour promouvoir l'exportation des ressources du Sahara occidental. Poissons, produits agricoles, Rabat exploite illégalement ces richesses et cherche à voiler cette spoliation. En réponse, les eurodéputés ont décidé de porter ce cabinet sur liste noire, estimant que travailler pour une puissance occupante contribue à l'instabilité et aux tensions dans le monde. Les parlementaires ont également rappelé que ce même cabinet avait déjà exercé des pressions en faveur du Maroc sur des dossiers commerciaux et agricoles, soulignant que cette affaire doit être recadrée dans le contexte de l'arrêt historique rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024. Celui-ci comporte un précédent jugement de 2021 annulant l'accord de pêche et les accords commerciaux de 2019 entre l'UE et le Maroc qui incluaient illégalement le Sahara occidental occupé. Malgré ces décisions de justice, le Maroc persiste dans sa politique de pillage et de violation du droit international, continuant d'exploiter les ressources sahraouies en toute impunité. À Gaza, la défense civile locale a annoncé la mort de 9 Palestiniens, dont des journalistes, dans de nouvelles frappes sionistes hier à Beit Lahia, des attaques qui pourraient mettre davantage en péril la fragile trêve. Le syndicat des journalistes palestiniens a accusé l'armée sioniste de ciblage systématique des journalistes, qui constitue un crime de guerre et une violation flagrante du droit international. Le mouvement de résistance Hamas a condamné cet horrible massacre commis dans une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. D'ailleurs, des négociations indirectes à Doha doivent reprendre via les médiateurs internationaux pour tenter d'aplanir les profondes divergences sur les modalités de la poursuite du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les Houthis au Yémen ont menacé de riposter aux frappes américaines qui ont visé la capitale Sanaa, des frappes qui ont fait au moins 31 morts et 101 blessés selon un nouveau bilan rendu public ce matin. Retour en Algérie pour parler sport. 200 tennisman s'affronteront dans un format exceptionnel dans le cadre de Night Session qui revient sur la troisième année. Pour la troisième année consécutive, la compétition se poursuit au tennis club de Benaknoun qui reçoit le public après la rupture du jeûne dans un cadre agréable. Lamia Boudbouda. Les participants évolueront dans des cours entièrement rénovés pour l'occasion. Inès Gapsi est ravie de se retrouver à nouveau au tennis club de Sidi Fradj. Ça fait plaisir déjà de me retrouver ici sur le terrain après 13 ans. Et comme vous voyez, il y a une bonne ambiance avec les familles et tout. Mouad Badache, jeune espoir du tennis algérien, s'est bien défendu face à un adversaire de taille, Houssam Eddine Rahal. لعبت قاوس عندي سيت نربح mais la غالب et il joue très bien. J'ai pu faire mon jeu et gagner. Ouais, c'est un peu difficile, 12 heures de jeûne après venir jouer un match le soir, c'est très compliqué. Mais ça va, ambiance, une belle ambiance ici. Toute cette compétition est bien sûr sous l'œil vigilant et aguerri des juges arbitres. Il y a 4 arbitres qui gèrent ce tournoi. Il y a l'arbitre Sherifa qui est white badge, juge arbitre et arbitre de chaise. Et un autre arbitre white badge également et 2 arbitres green badge. Donc tous les arbitres qui gèrent ce tournoi, c'est des arbitres badgés au niveau international pour la Fédération internationale de tennis. Night Session se veut un événement incontournable où sport, détente et convivialité sont au rendez-vous. C'est très agréable, oui, et sécurisé surtout le soir. Et on invite tout le monde à venir. Pour la night session, il y a, comme on appelle, les Layali Night Session. Il y a des jeux, il y a de l'animation, il y a du billard, du ping-pong, un tournoi de beach tennis. Ouvert dès 20h30 jusqu'au Shour, venez vivre une expérience sportive et festive unique dans un cadre agréable. Et
on termine le journal avec l'icône de la chanson kabyle, Lounisseit Menguellet, qui a enchanté le public et les amoureux de la musique algérienne authentique sur la scène de l'Opéra d'Alger. Voilà Msayah, le concert a connu une forte affluence des familles algériennes venues apprécier cette soirée musicale marquée par les chansons emblématiques de l'artiste. Retour sur cet événement avec Abdallah Sabah Rekoud et Mejda Jahmoun. Un concert magistral à l'image de l'icône de la musique amazigh, Lounisseit Menguellet a offert à son public une soirée inoubliable, empreinte d'émotion et de nostalgie, dans une salle comble où résonnaient les applaudissements à l'Opéra d'Alger. دايرنا لونيس كاين تروحوا سيزي كارثولا قسمي مزيد نكر ديدس مازال غيدس ان شاء الله مازال ديالنا غادي في كاكا هضرنا في اللاسيما ولا النغاسمي نند ذا فيلوزوف فينالمون دصح ذا فيلوزوف ذي شناينس نحبوه مغني كبير. On l'aime beaucoup, c'est un grand artiste. Ses paroles sont magnifiques et on a adoré la soirée. رائعة. Je suis venue assister à la soirée d'Eit Menguellet, qui est l'icône de la chanson kabyle. من خلال البرنامج المسطر لهذا الشهر. Le programme de ce mois sacré consiste à faire voyager les mélomanes en leur offrant des spectacles représentant les 4 coins du pays afin de perpétuer l'art algérien. من أجل إعطاء صورة حقيقية عن هذا الفن الراقي فن الجزائري. Un moment de grâce musicale pendant lequel l'héritage amazigh s'est exprimé avec éclat, confirmant l'attachement indéfectible du public à l'un des plus grands poètes et musiciens de son temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.